Le rapport de durabilité prévu par la CSRD est cadré par 12 normes ESRS. L'entreprise doit publier un rapport sur le même périmètre que le rapport financier. Si l'on revient plus précisément à l'ESRS 2 qui s'applique à toutes les entreprises soumises à la CSRD, cette ESRS 2 nous donne les exigences de publication qui ne sont d'ailleurs pas soumises à l'analyse de matérialité avec lesquelles les entreprises vont devoir travailler. Alors cette ESRS 2, en fin de compte, va amener les entreprises à publier des rapports sur 4 grandes sections. Une section gouvernance, une section stratégie, une section double matérialité, double importance si on se fie à la traduction de la CSRD en français, et puis les indicateurs et objectifs. Alors pour la gouvernance, qu'est-ce que les entreprises vont devoir publier? Elles vont devoir publier finalement tous les éléments permettant de rendre compte de la façon dont la gouvernance de l'entreprise s'est appropriée le contenu de la CSRD. Quant aux informations qui leur ont été transmises, quant à leur implication, quant à la sensibilisation, voire les formations qu'elles ont pu suivre en matière de durabilité. Et cette CSRD, donc, ce rapport de durabilité, va devoir effectivement montrer cette implication, ce qu'on cherche vraiment à démontrer avec le rapport de durabilité, ce qui est un peu différent si on le compare avec les précédents exercices de la DPEF ou encore de l'article 225 de la loi Grenelle 2, c'est que là, il y a véritablement la volonté de montrer que du conseil d'administration, les différents organes qui peuvent exister, comité de rémunération, comité d'audit, comité RSE, comité exécutif finalement, eh bien, ce sont vraiment, je le répète, appropriés le sujet de la durabilité. Et ça, c'est véritablement nouveau. L'idée, en quelque sorte, c'est de montrer que la responsabilité sociétale des entreprises est embarquée dans les décisions de l'entreprise. Alors, rendre compte de la façon dont la gouvernance est appropriée le sujet de la RSE, c'est bien, mais finalement, si on ne dit pas parallèlement à cela comment l'entreprise a intégré dans sa stratégie la problématique ou les problématiques de durabilité, on n'a fait qu'une partie du travail. Donc il va falloir effectivement démontrer comment le contenu de la durabilité, moi ce que j'appelle de la responsabilité sociétale, intégrée, pilotée dans l'entreprise, eh bien ça va être de dire comment l'entreprise a pris en compte ce qu'on appelle les ZIRO, alors impact, risque, opportunité, dans sa stratégie. Et puis aussi de démontrer la résilience de son modèle d'affaires. Autrement dit, on est vraiment dans une logique où tout le contenu de la durabilité pour ce qui est de matériel, c'est-à-dire de ce qui compte véritablement pour l'entreprise, est intégré dans la stratégie, est intégré dans le modèle d'affaires de l'entreprise. Cette idée finalement d'engager les entreprises dans la voie de la transition écologique et sociale doit être démontrée en toute transparence. Et donc là, le deuxième sujet, la deuxième section, après celle de la gouvernance, c'est celle de la stratégie. Avec également cette idée de montrer comment le modèle d'affaires a été, je dirais, impacté par la prise en compte des éléments matériels que j'évoquais précédemment. La troisième section, eh bien, ça va être la gestion même des ZIRO, des impacts, risques et opportunités. Alors, petite précision, dans le cas de la traduction de la CSRD, on ne parle pas d'impact, on parle d'incidence, mais voilà, ça revient au même. L'idée, là, ça va être de présenter le contenu de son analyse de matérialité. Alors, l'analyse de matérialité, c'est un ensemble. La matrice de matérialité, c'est le résultat. Alors, c'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance à ce schéma qui vient finalement synthétiser l'analyse de double matérialité, qui vient nous montrer quels sont les enjeux matériels sur le plan financier, mais aussi matériels sur le plan des impacts de l'entreprise sur l'environnement, la société, sur le monde en quelque sorte. Mais cette matrice finale n'est rien sans la description de l'approche méthodologique, du processus qui a été suivi. D'une part, pour
identifier les enjeux à évaluer et d'autre part ensuite les évaluer. Donc il va falloir être véritablement transparent sur ce sujet. Comment a-t-on fait pour identifier les enjeux? Comment a-t-on fait pour les évaluer? Avec qui les a-t-on évalués? Parties prenantes internes, parties prenantes externes. Et puis, une fois qu'on aura exposé l'approche méthodologique, la matrice de matérialité, qu'est-ce que l'on en a fait? Qu'est-ce que l'on en a fait en termes de politique mise en place par l'entreprise? Quelles sont les actions que nous avons décidées au sein de l'entreprise pour suivre le résultat de ces enjeux matériels? Voilà donc pour la troisième section. Et puis il y a une quatrième section. Quatrième section, c'est donc les indicateurs, et pour les indicateurs, les objectifs à court, moyen et long terme, sachant que les ECRS nous donnent des définitions sur ce que l'on entend par court, moyen et long terme. Ainsi donc, selon le SRS 1, le court terme, c'est inférieur à 1 an. Le moyen terme, c'est de 2 à 5 ans. Le long terme, c'est 5 ans. Et puis, on évoque également le très long terme, c'est-à-dire 10 ans. Donc, voilà finalement ce que les entreprises vont devoir faire. J'intègre en 1, je prends en compte en 1 la gouvernance, comment cette gouvernance s'approprie la thématique de la durabilité. En 2, je démontre comment cela a impacté ma stratégie, comment cela a été pris en compte pour rendre mon modèle d'affaires résilient. En 3, je dis comment je m'y suis pris pour pouvoir réaliser une analyse de matérialité robuste, avec la prise en compte des parties prenantes, et puis en amont sur les analyses documentaires pertinentes que j'ai pu identifier et qui m'ont servi à analyser finalement ces enjeux matériels que je vais retenir. Et puis en quatrième point, ce sont donc les indicateurs qui vont être structurés sur la base de la liste des points de données, ce qu'on appelle également en anglais des data points, qui sont au nombre de 1078, mais qui, par le filtre de l'analyse de matérialité, l'analyse de double matérialité, seront réduits en fonction justement des analyses de double matérialité à 400 et 600 points de données narratifs et également des indicateurs numériques, métriques. Et donc, on va avoir cet ensemble qui vise finalement à rendre compte de la façon dont l'entreprise intègre sa contribution, son implication également, dans la transition écologique et sociale. Il ne s'agit pas uniquement de dire, je dirais, d'être uniquement justement sur du narratif, sur un discours qui n'engagerait que ceux qui le liraient ou qui l'entendraient. L'idée, c'est véritablement de pouvoir étayer son discours avec des éléments tangibles, opérationnels, toujours finalement orientés sur la matérialité des enjeux que l'on a identifiés. Et cette transparence à laquelle les entreprises sont invitées, une transparence que l'on doit additionner de comparabilité, c'est-à-dire rendre compte en transparence sur des périmètres identiques d'une année sur l'autre, de pouvoir comparer ce qui est véritablement comparable, de pouvoir publier des informations aussi qui soient robustes parce qu'elles seront auditées. Transparence, comparabilité, robustesse pour une bonne auditabilité, mais pour qui finalement? Eh bien pour les parties prenantes de l'entreprise. Alors ces parties prenantes, ce sont celles bien évidemment que l'on aura interrogées dans le cadre de l'analyse de double matérialité, mais pas que, parce qu'en règle générale on sera sur des études, des analyses qualitatives. Il y a toutes les parties prenantes de l'entreprise, c'est-à-dire la totalité des collaboratrices et des collaborateurs de l'entreprise, ça c'est pour l'interne, et puis on va avoir toutes les parties prenantes externes, c'est-à-dire les investisseurs, les banques, les assurances, mais aussi les donneurs d'ordre quand on travaille en B2B, les consommateurs quand on est en B2C, les ONG, les associations qui aujourd'hui traitent du social, de l'environnement. Toute organisation, toute personne morale et personne physique intéressée par la vie de l'entreprise. C'est de cela finalement qu'il faudra rendre compte.
Et on comprend dès lors qu'il faudra être assez précis pour répondre aux attentes des parties prenantes qui regarderont avec, je dirais, beaucoup d'attention le contenu du rapport. Je pense notamment aux investisseurs, je pense notamment quand on est fournisseur ou donneur d'ordre, et puis toutes les autres parties prenantes. Imaginons par exemple les futurs talents que l'entreprise souhaite recruter. Ils vont venir chercher dans ce rapport de durabilité le contenu justement de la durabilité de l'entreprise qui va rendre attractive l'entreprise. Alors attention, j'attire votre attention sur le fait que on ne doit pas, bien évidemment, verser dans le greenwashing. On doit véritablement dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, dire ce que l'on prévoit de faire, comment on veut le faire, avec quel indicateur on va piloter ce qu'on souhaite faire. Surtout, ne pas rendre l'exercice de publication du rapport de durabilité à un exercice purement de conformité ou purement d'une opportunité de communication de cosmétique. Il faut vraiment parler vrai. Et là-dessus, c'est là-dessus que les entreprises seront attendues. Et puis donc, ce rapport, finalement, il faudra l'intégrer dans le rapport de gestion de l'entreprise. C'est ce qui est prévu par la CSRD, c'est ce qui est prévu dans le cadre de la transposition de la CSRD dans le droit français. Et puis, il faudra aussi le publier au format XHTML, c'est-à-dire un format qui permettra aux algorithmes de venir lire le rapport qui devra donc être publié en PDF sur le site web de chacune des entreprises soumises. Voilà ce qu'on attend des entreprises pour le rapport de durabilité.